Les rencontres d'options, la revue de l'UGIC CGT, Clément Olivier. Été 2025, manager au 21e siècle, missions impossibles. 3 tables rondes à podcaster, enregistrées en public à Sciences Po. De même qu'une armée a besoin de sa hiérarchie militaire, une masse de travailleurs œuvrant ensemble sous le commandement du même capital a besoin d'officiers et de sous-officiers industriels qui exercent le commandement au nom du capital. La phrase est d'un certain Karl Marx, cité par Christine Lab dans ce dossier central d'options sur le management. Formulation assez brutale de la subordination de la part du théoricien allemand et à laquelle, disons que peu de managers s'identifieraient sans doute aujourd'hui, repeints ainsi en soldats obéissants, exécutant des ordres. Certains, paraît-il, sont même syndicalistes. Pendant longtemps, le fait de devenir manager, au contraire, a plutôt été vu comme un signe de réussite, de prise de responsabilité, de reconnaissance de ses qualités professionnelles. Mais à quel point est-ce encore le cas à une époque où le management dit toxique est sur toutes les bouches? Quand je serai grand, je serai manager, point d'interrogation. C'est le sujet de cette première table ronde où l'on va à la fois tâcher de cerner qui ils sont, qui elles sont également, leur place dans l'organisation du travail, mais aussi leur parcours et la façon dont ils et elles sont formés. J'ai le plaisir d'accueillir nos 4 invités. Bonjour Alain Dervieux, copilote du pôle 4 de l'UGIC CGT, ancien secrétaire national de l'UFICT Métallurgie. Et puis vous avez vous-même été manager chez Thales dans le développement et la production de radars. À côté de vous, Henri Bergeron, bonjour. Sociologue, directeur de recherche au CNRS, vous êtes le doyen de l'école d'affaires publiques de Sciences Po. Ici même, vous êtes titulaire de la chaire Transformation des organisations et du travail. William Lys, bonjour. Bonjour. Ingénieur de métier, vous êtes mandaté CGT à la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, la CEFDG, dont vous nous expliquerez la vocation. Et Ludivine Legros, bonjour. Bonjour. Sociologue, chercheuse postdoctorale au CEET, le Centre d'études et de l'emploi du travail du Conservatoire national des arts et métiers. Merci beaucoup à vous 4 d'être des nôtres pour entamer cette journée. Alain Dervieux, je reprenais à dessein dans mon accroche cette citation assez féroce de Marx, précisément parce que vous ouvrez votre papier dans ce dernier numéro d'Options en plaisantant sur le fait qu'être manager serait presque une hérésie à la CGT. De quoi le management est-il non, c'est le titre de votre article. Et vous insistez sur le fait d'avoir une vision large de ce qu'est le management. Alain Dervieux. Oui, donc effectivement, on parle d'hérésie parce que quelque part, on a l'impression que le management, c'est presque un gros mot à la CGT. Donc c'est un sujet que des fois, on a du mal à appréhender. Alors moi, je pense que déjà, il y a une grande méconnaissance en fait, des différents rôles que regroupe le management. Souvent, c'est un terme qui est très utilisé, même dans la vie courante, on parle de manager, de management à tout bout de champ, mais je pense que dans le cadre du travail, il y a des choses quand même qu'il faut préciser, et donc on va essayer de voir ça ensemble. Alors déjà, le terme management. Il y a déjà des débats sur l'origine réelle de ce terme. Bon, en France, le management était reconnu langue française par l'Académie en 2005. Oui, très tardivement. Ouais. Très tardivement, c'est assez étonnant. Bon, par contre, c'est quand même des choses qui viennent des pays anglo-saxons quand même. On parlait de manager déjà au début du XXe siècle, hein, par exemple pour les boxeurs. On disait voilà, manager de boxeur qui gérait sa carrière, qui gérait l'argent aussi. Donc on voit que les origines étymologiques, il y a différentes théories. Certains disent que ça venait de ménager des ressources, ménager sa monture. D'autres qui étaient la main qui dirige, qui donne les ordres. Voilà, donc c'était des différentes interprétations. Je lis dans Options effectivement l'étymologie manus et maneggiare qui consiste à tenir les rênes d'un cheval. Ouais. Oui, il y a le côté un peu dressage. Et effectivement, on le retrouvait un peu dans Manager de boxe, hein, qui était assez paternaliste, très directif et qui gérait la carrière, voire la vie du boxeur. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire quand même dans le travail, pour moi, il y a 2 grandes catégories de management. Il y a déjà tout ce qui est encadrement, hein, donc c'est vraiment le management d'équipe, des gens qui sont en charge d'une équipe, qui ont des missions réalisées, des objectifs généralement à tenir et qui sont en charge d'organiser, de découper, d'affecter des tâches élémentaires à différents salariés de leur équipe, de faire ça au mieux en fonction des compétences des salariés, en fonction du temps de travail, en respectant quand même de préférence en respectant des horaires de travail normaux. Et en essayant de faire fonctionner au mieux dans une ambiance, on va dire, avec beaucoup d'humanité, d'écoute, et aussi en étant
en ayant l'oreille vigilante sur tout ce que les salariés peuvent remonter comme problème pour adapter justement cette organisation du travail. Après, dans le management, alors c'est tout le management qui est non management de personnel, mais qui est management d'activité, donc de la coordination quasiment. Donc ça peut être des gens qui gèrent des projets, des contrats, des parcs de machines. Même dans le développement de l'ingénierie, il y a même des gens qui gèrent des exigences techniques, qui gèrent des spécifications, donc qui vérifient que tout est complet, que tout était bien testé, etc. Donc c'est un travail qui est plus un travail effectivement de bureau, un travail de synthèse avec des fichiers Excel, des rapports à écrire. Donc c'est du management d'activité, mais qui n'est pas directement en prise avec des salariés encadrés. Alors après, tout ça, ça fonctionne quand même avec une couche de management, je dirais le top management. Hein, donc c'est au niveau des directions générales. On a vraiment des directives d'entreprise qui fixent les grands axes auxquels tous les managers en dessous doivent se soumettre. Oui, là, il ne s'agit pas là de s'occuper directement d'une équipe, il s'agit de passer à un niveau d'orientation stratégique. Là, effectivement, on est sur comment décliner des objectifs alors dans les grands groupes donnés par des conseils d'administration, et comment on décline ça, alors souvent dans l'optique d'une rentabilité maximum pour que ça fonctionne. Donc on met des objectifs souvent assez intenables, des moyens souvent insuffisants, et après débrouillez-vous. Donc les managers qui sont les différents niveaux en dessous n'ont plus qu'à s'exécuter au mieux possible, et en essayant de ne pas casser, on va dire, tout le collectif qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Alors après, entre ce niveau de top management et puis les équipes, on va dire, il y a le management intermédiaire. Donc ça, c'est quand même une couche très importante, où beaucoup de salariés se retrouvent à organiser du travail dans ces couches-là, et justement, eux sont complètement pris entre le marteau et l'enclume, et font le grand écart perpétuel avec des injonctions qu'on leur donne. On leur donne des objectifs personnels, individuels, de choses à réaliser, et n'ayant pas toujours les moyens, n'ayant pas toujours la possibilité de le faire. Alors on voit bien qui est le marteau, Alain Dervieux, mais qui est l'enclume. Dans votre papier, vous donnez une vision très large du management, y compris, alors on pense souvent au cadre, mais si on reste dans le champ de l'UGIC, ça va être les professions intermédiaires, mais si on sort même du champ de l'UGIC, ça peut être des ouvriers qui se retrouvent en situation de management. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, dès qu'on commence à organiser quelque chose, à donner des directives à des personnes, donc ça peut se faire même au niveau ouvrier. Il y a des équipes sur le terrain, des opérateurs, des ouvriers qui sont encadrés par d'autres ouvriers. Donc un ouvrier peut être manager. Il ne faut peut-être pas lui dire comme ça parce qu'il peut mal le prendre. Hein. Bon, voilà. Mais dans les faits, quasiment tout le monde à son niveau organise quelque chose, ou contrôle, coordonne des choses. Donc on peut dire que quelque part on est un peu tous des managers. Alors sur l'aspect... on est tous des managers. Il y a quelque chose d'important à avoir à l'esprit quand même, c'est que beaucoup de gens font du management même sans le savoir. Et des gens, par exemple, qui écrivent des spécifications, qui écrivent des procédures qui vont décrire le travail que devront faire d'autres personnes. On a ça dans les bureaux d'études, par exemple, on a ça dans des gens qui font des normes, etc. On prescrit le travail des autres et on est en position d'imposer, voire des fois pas exploiter, mais des fois de donner des contraintes dans le travail des autres qui sont en fait du management. Voilà. Donc, il faut bien voir que toutes ces personnes ont un rôle de manager. Et justement, c'est un peu la base du raisonnement de l'UGIC pour la définition de notre syndicalisme spécifique. Pour nous, le syndicalisme spécifique n'est pas catégoriel. C'est pas j'ai un diplôme de cadre ou d'ingénieur, donc je suis un manager, etc. Non. Pour nous, c'est la place de chaque salarié dans le processus de travail. Donc celui qui est en position, qui peut être technicien, qui peut être même ouvrier, mais qui spécifie le travail d'une autre personne, a un rôle quelque part sur le travail des autres. Donc, pour nous, relève des activités spécifiques qui sont traitées par l'UGIC. Précisément également, parce qu'on y viendra, il y a des parcours qui font qu'on bouge aussi dans l'organisation du travail. Henri Bergeron, vous qui avez également dirigé ici à Sciences Po le Master Organisation et Management des ressources humaines, quel regard particulier la sociologie elle porte sur cet objet du management qui finalement, on l'a vu, concerne toute organisation, mais avec en son cœur la notion de pouvoir quand même. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être là. Donc, je suis sociologue des organisations et je m'intéresse aux organisations publiques, privées et aux dynamiques d'action collective dans les organisations. Et c'est vrai qu'en soi, le management ne m'intéresse pas directement. Ce qui m'intéresse, ce sont les questions de pouvoir. Et c'est quoi le pouvoir pour les sociologues de manière
une définition du pouvoir, parce qu'il y en a beaucoup, hein, pour les sociologues, les anthropologues. Enfin, le pouvoir est au cœur d'énormément de sciences humaines et sociales. Mais nous, la définition qu'on retient, une personne a du pouvoir sur une autre personne si elle arrive à faire à cette personne des choses qu'elle n'aurait pas fait sans son intervention. Donc ça veut dire quoi, très simplement ? Le pouvoir, c'est obtenir de quelqu'un qu'il accepte de changer de métier, qu'il accepte de changer de poste, qu'il accepte d'être plus performant, que ce soit dans le public, dans le privé, dans l'associatif, qu'il accepte de remplir des tableaux Excel, remplir des KPI, qu'il accepte, et qu'il le fasse de manière, j'ai envie de dire, engagée, volontaire, et alors, volontaire sous contrainte, bien sûr, mais qu'il le fasse d'une certaine manière qui est celle attendue par celui qui lui demande de faire ça. C'est susciter la coopération ? C'est susciter la coopération d'autrui. C'est faire en sorte que autrui coopère. Est-ce que tu peux m'envoyer cette information ? Est-ce que tu peux m'aider ? J'ai du pouvoir sur toi si tu fais quelque chose qui me rend service, parce que ça veut dire que moi, j'ai réciproquement quelque chose qui peut t'intéresser. Donc on voit bien que si le pouvoir, c'est faire coopérer les gens avec nous et faire coopérer les gens entre eux, et c'est faire des choses à des gens qu'ils n'auraient pas fait sans notre intervention, eh bien c'est consubstantiel au management. D'accord ? C'est qu'un manager, pour pouvoir faire bosser ses équipes, pour pouvoir faire en sorte que les membres de son équipe bossent ensemble quand ils ont besoin de bosser ensemble, eh ben, il faut qu'il ait du pouvoir. Donc le pouvoir est consubstantiel au management. Et tout de suite, une petite distinction, c'est que c'est pas forcément le cas de l'autorité hiérarchique formelle. Hein, vous l'avez tous connu dans les organisations. Il y a certaines personnes qui sont formellement chefs, formellement commandants, formellement managers, formellement chefs d'unité, et qui de facto sont incapables d'obtenir de ces équipes qui passivement résistent, font le moins possible, partent à 17 heures. Donc ça, pour nous, ce sont des managers qui sont en incapacité managériale, et généralement, c'est parce que ces individus-là ne possèdent pas de ressources à négocier avec leurs équipes. Alors, ressources au sens très très large. Je les aide pas, je leur donne pas l'information nécessaire, je suis incapable d'obtenir des choses pour ces personnes-là. Voilà, c'est ça ce que nous, on utilise. Et le pouvoir est donc, j'ai envie de dire, un attribut essentiel du management. Et ce sera peut-être mon dernier point pour pas parler trop longtemps, c'est que finalement, quand on regarde les réformes dans les organisations, les plans de transformation, et ben finalement, les décideurs se focalisent sur deux grandes dimensions. La première dimension, c'est si mon manager n'arrive pas à être le manager que j'aimerais qu'il soit avec ses équipes, si mon organisation est sous-performante, c'est parce que mes règles, mes process, mon organigramme, mes distributions de postes sont mal réalisées. Donc il va focaliser beaucoup d'attention sur améliorer le process, introduire une nouvelle technologie, changer le système de contrôle de gestion, changer les règles, répartir le travail entre les membres des équipes. Ou alors à l'inverse, si jamais mon organisation est sous-performante ou si mon manager n'arrive pas à engager ses équipes, c'est précisément parce que il a des défauts de compétences personnelles. D'où la vague, j'ai envie de dire, de remèdes comme le coaching, les formations au leadership, etc. Et ça, c'est l'individualisation. Voilà, dans les écoles de commerce, pas beaucoup m'étendre sur ce que nous, sociologues des organisations, on pense de la qualité de ces formations, mais c'est vraiment cette idée qu'il existerait des compétences que les gens pourraient acquérir pour tout d'un coup passer de simple manager autoritaire à leader inspirant. Voilà, et c'est vrai que cette question du pouvoir n'est jamais vraiment calculée explicitement dans les plans de conduite du changement et de transformation, alors qu'elle est absolument essentielle pour faire en sorte que les gens acceptent les réformes. Un mot encore également, je vous en prie, sur justement ce que vous décrivez, c'est quelque chose de plutôt actuel, ou en tout cas qui s'est beaucoup développé dans les dernières décennies. Jadis, on pensait les choses en termes d'organisation scientifique du travail. On est venu que plus tard à des choses comme le lean management, le management agile, qui rejoint un peu ce que vous venez d'écrire. Oui, alors pour le sociologue des organisations, et si vous acceptez cette réduction, le lean management n'apporte qu'une amélioration cosmétique. Finalement, le taylorisme continue d'être au principe d'un nombre incalculable de réformes, rationaliser, réduire les coûts, jouer sur les règles, jouer sur les organigrammes, jouer sur la répartition des postes. Avec le lean management, on a introduit cette idée que ceux qui étaient au plus près de la production, du service, du bien ou du service public pouvaient aussi apporter des idées. On a tenté d'effacer
la différence qui existe, ou la séparation qui existe et qui est consubstantielle du taylorisme, qui est la différence entre la conception et la réalisation. Hein. Voilà, le taylorisme, il a marqué ces différences en disant il y a des gens qui doivent penser comment s'organiser et d'autres qui, sans poser de questions, doivent mettre en œuvre ces changements qui ont été pensés. Le lean management apporte cette idée, les gens sur le terrain, les gens sur les chaînes de montage, les gens au plus proches des demandeurs d'emploi dans une agence France Travail, c'est des gens qui savent aussi comment améliorer, donc ils peuvent faire remonter cette idée. Mais il y a quand même j'ai envie de dire ce qu'on peut appeler un tropisme technocratique qui est encore sous-jacent de la fonction managériale contemporaine, qui est ce réflexe d'agir sur la structure, le dur, les règles, les normes, le process, la technologie, les systèmes de contrôle, sans jamais vraiment se poser cette question de la dynamique des relations de pouvoir. Pourquoi dans une organisation, certaines parties de l'organisation résistent, souvent avec l'aide d'ailleurs des délégués syndicaux qui ont justement un certain nombre de ressources pour pouvoir résister à ces transformations, mais on ne se pose jamais vraiment la question de la réalité. Combien de fois nous on a fait des interviews de managers qui nous disaient mais je comprends pas, ils résistent, ils veulent pas mettre en œuvre cette réforme, elle est tellement rationnelle, elle est tellement bien pensée sur le papier. Ben non, désolé, on a bien compris ce que tu voulais nous dire, parce que, et ce sera mon dernier point, une grande partie finalement... La notion de pédagogie, oui, qui est un peu... Voilà, exactement, une grande partie. Quand vous regardez ce que les grosses organisations achètent chez les cabinets de conseil, qu'on appelle le change management, la conduite du changement, finalement c'est essentiellement des activités de communication. On va communiquer sur le changement, on va augmenter le degré d'information sur les tenants et les aboutissants du changement, on va organiser des grandes messes collectives en province où le PDG se déplace pour expliquer, on va faire de la pédagogie, de la formation, mais en fait, les déterminants de l'acceptation d'un changement, ils ne sont pas simplement cognitifs, sinon ça voudrait dire que changer dans les organisations, c'est juste une histoire de communication et de transmission d'informations. Or, il y a plein de gens qui vous disent, comme pour la réforme des retraites, c'est pas une question de pédagogie. J'ai bien compris ce que tu voulais faire, j'ai bien compris quel est ton projet, mais c'est juste non. Voilà. Et on n'est pas d'accord. Donc, et on a vu aussi également des gens embrasser des changements, parfois un peu, en contradiction avec certaines de leurs valeurs ou de leur pensée, parce que ça leur permettait de renégocier une position plus favorable dans une structure de relations de pouvoir informelle, et à l'inverse, des gens résister à des changements qu'ils considéraient par ailleurs pourtant extrêmement intéressants ou convaincants d'un point de vue rationnel, parce que ça venait remettre en cause des positions dominantes qu'ils avaient dans l'organisation et des positions dominantes qu'ils voulaient continuer de défendre, non pas tellement parce que c'était des petits chefs assis sur des tas d'or qui voulaient absolument pas changer, mais parce que avoir du pouvoir dans une organisation, ça permet la coopération, et la coopération, d'obtenir la coopération d'autrui, c'est essentiel. Quand vous rentrez le soir chez vous, que vous êtes miné par le stress qui vous a accompagné, c'est aussi, pas simplement, lié à toujours plus d'exigences, lié à toujours plus de reporting, lié à la compliance, au KPI ou au contrôle de gestion, mais c'est aussi parce que vous êtes heurté à des personnes qui ne voulaient pas coopérer avec vous, qui ne vous donnaient pas l'information, vous ne donnez pas de coup de main, vous ne mettez pas en contact avec des personnes avec lesquelles à qui vous avez envoyé des dizaines de mails. Voilà, donc avoir du pouvoir permet de négocier la coopération d'autrui, et la coopération, c'est au cœur des organisations, parce que si on crée des organisations, c'est pour faire coopérer des gens pour atteindre des objectifs qu'on ne pourrait pas atteindre seul. William Lis, vous qui donc siégez à la CEFDG, qui évalue les formations et diplômes des écoles privées qui forment au management, donc essentiellement ce qu'on appelle les écoles de commerce. Vous avez été nommé, corrigez-moi si je me trompe, sur proposition de Lugic, mais avec un mandat confédéral de la CGT. Il faut peut-être d'abord nous expliquer le travail tout simplement de cette instance et ce que vient y faire la CGT, pour rebondir sur ce que disait votre camarade Alain Dervieux tout à l'heure. Oui, alors la CEFDG, c'est donc la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, et pas seulement de management. Alors ça concerne quelles écoles? Alors en France, on estime les chiffres entre 350 et 400 écoles dites écoles de commerce. On disait autrefois école de gestion, maintenant on dit business school, c'est moderne. Oui, quand j'étais petit, ça s'appelait Subdoco. Voilà. Et la CEFDG ne regarde que les écoles qui demandent un visa de l'État, une certification du ministère de l'Enseignement supérieur. Il faut savoir que suivant les années, c'est entre 65 et 70 écoles, à comparer à la masse des 350 et quelques écoles qui se disent écoles de commerce, mais qui n'ont pas de visa de l'État. Donc nous, on regarde
une toute petite partie. La commission est habilitée à donner aux écoles qui se présentent devant elle soit un visa de l'État, soit pour leur formation un grade universitaire, que ce soit un grade universitaire de licence ou de master, en fonction de critères qualité établis dans un référentiel. Alors cette commission est une commission... Et donc vous, votre boulot, c'est de dire ce diplôme vaut grade. Exactement. Nous avons, enfin moi, personnellement et au nom de l'organisation, j'ai un mandat délibératif et je suis amené à voter. Une école, on peut prendre un exemple, une école, par exemple, l'ESCA propose une formation en finance. Ce dossier est étudié, elle demande de l'école un grade de master pour cette formation et nous votons pour accorder ou non ce grade de master. Alors c'est une commission qui est paritaire, savoir qu'elle est composée à la fois de personnes qui sont, on va dire, plutôt issues du monde académique, des enseignants-chercheurs, voilà, essentiellement, des personnalités qualifiées, et le monde socio-économique représenté par les organisations syndicales de salariés et par des représentants des employeurs. Alors, qu'est-ce que la CGT y fait, puisque c'est la question? Bah oui, absolument. Qu'est-ce que vous tâchez de porter, par exemple, dans ces, Alors voilà, dans ces commissions? On essaie d'y porter certaines valeurs, les valeurs qui sont celles de nos organisations. Alors, je peux citer quelques exemples. Par exemple, l'ouverture sociale. Il y a encore dans notre pays un bruit de fond qui dit ces écoles, elles sont pour les jeunes issus des milieux les plus favorisés. Bon, il faut savoir qu'à l'intérieur, je parle sur les écoles que nous regardons, pas sur l'ensemble des écoles de commerce, celles qui ont un visa de l'État. Il y a entre 20 et 25% de boursiers Crous dans ces formations. On essaie d'être attentif à ça. S'il y a une école qui commence à baisser son taux de boursiers Crous, le représentant de la CGT dans la salle lève et dit « Ah oui, mais là, il faut faire une recommandation forte, voire une injonction pour qu'ils augmentent leur politique sociale. » Ça, c'est un premier facteur qu'on porte. Nous sommes aussi extrêmement attentifs à des valeurs qui sont celles de notre organisation, à savoir l'égalité femmes-hommes, et nous vérifions qu'en sortie de diplôme, les salaires des jeunes femmes diplômées sont égaux aux salaires des jeunes hommes diplômés et en fonction des différentes spécialités. Et un dernier point que je voudrais ajouter par rapport au débat qui vient d'avoir lieu, c'est qu'on a tendance à dire école de management. Il faut savoir que ces écoles ne forment pas simplement des managers. C'est une des filiales, une des spécialités de formation. Elles forment aussi des gens qui sont des spécialistes en finance. Alors aujourd'hui on dit de la supply chain, mais je crois qu'en français on dit de la logistique. Merci. Voilà, il y a un certain nombre de spécialités. Il y a des spécialistes de comptabilité qui y sont formés, et il y a une partie des formations qui sont effectivement du management, soit du management de processus, soit du management de ressources, comme ça a été évoqué. Est-ce qu'il y a quand même une managérisation un peu générale de ces formations dans ces écoles? Est-ce que ça déteint sur le reste des formations? Il y a toujours une part de management dans chacune des formations. Parce que ce sont quand même, pour beaucoup, pour les formations phares, ce sont déjà des formations à Bac+5 dans ce domaine. Et aujourd'hui, dans toutes les formations Bac+5, que ce soit des formations d'ingénieurs ou des formations de managers ou de gestionnaires, on va dire, il y a une part de management. Donnez-nous peut-être pour finir un exemple, je ne sais pas, d'une formation que vous auriez retoquée. Je crois par exemple des questions de nombre d'heures. Exactement. Qui était finalement une espèce de préparation pendant les études au fait de faire beaucoup d'heures ensuite dans le monde du travail, si on a l'esprit retors. Un exemple où la CGT a porté, par ma voix, mais j'ai défendu que les valeurs de l'organisation, quand on est dans ce genre de commission, on n'est qu'un porte-parole des valeurs de l'organisation. Une école extrêmement prestigieuse, que je ne citerai pas ici, mais sur un diplôme de MBA, pour formation de haut niveau, qui est arrivé toute fière en présentant des taux d'activité de 70-80 heures de travail hebdomadaire. Quand elle est sortie, moi j'ai pris la parole et je suis parti de choses que je connaissais de par ma carrière précédente dans le syndicalisme, sur la directive européenne sur le temps de travail, sur les principes de santé et de sécurité. J'ai évoqué le fait que si on commençait à former les jeunes comme ça, demain c'était l'accoutumance aux stupéfiants et qui pouvait pour tenir le choc des études et que ça pouvait se retrouver dans le monde du travail. Eh bien la commission m'a suivi
et à sanctionner cette école. Malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. Il m'est arrivé de demander et d'être pas suivi par la commission. Mais ça, c'est le principe des commissions paritaires. C'était pas 80 heures de cours, rassurez-moi. C'était 70 à 80 heures de face-à-face pédagogique. Face-à-face pédagogique. De face-à-face pédagogique. C'est samedi, dimanche, voilà, en présentiel, en distanciel. Bon, mais ça, c'est des formations qu'on essaie qui ne correspondent pas aux valeurs de notre organisation syndicale, parce que l'équilibre vie privée, vie professionnelle doit être une réalité, y compris pendant les études, que ce soit pour des jeunes ou pour des adultes en formation. Et donc, c'est des choses qu'on essaie de porter, nous, à l'intérieur de cette commission, et quelquefois, on est suivi. Ludivine Legros, vous avez consacré votre thèse de sociologie aux reconversions professionnelles des cadres hautement qualifiés, les bifurcations, comme on a pu les appeler, les bifurcateurs. On va y venir évidemment dans un instant, mais peut-être d'abord pour faire le lien avec ce qui a été dit, un mot sur les parcours de ces gens avant qu'ils bifurquent, et donc à ce qu'on leur apprend, notamment dans un premier temps dans les écoles. Oui, alors moi, mes enquêtes, elles ont porté plus particulièrement sur des diplômés d'écoles de commerce et d'ingénieurs, et donc qui avaient été formés au management au sein de ces écoles. On y reviendra après, mais effectivement, ce que je peux en dire et ce qui a fait l'objet de mes travaux, c'est aussi ce questionnement de qu'est-ce qui reste quand on change de métier, de ces formations. Et très clairement, la dimension managériale, gestionnaire, est quelque chose à laquelle ils ont été formés de manière très intense, que ce soit en école de commerce ou d'ingénieur, parce qu'aujourd'hui on a quand même une convergence de certaines formations vers ces savoirs dédiés, appliqués aux affaires, même si bien sûr la dimension technique reste plus importante dans la formation des ingénieurs. Et donc voilà, la question c'était de voir comment tout ça perdure et effectivement comment c'est intériorisé de manière forte à l'issue de la formation. Parlez-nous justement de ces racines-là. Ouais. Eh bien, dès la formation, ces jeunes diplômés ont appris clairement à gérer des projets, à anticiper, notamment à visualiser, à se projeter dans l'avenir. Et ça, en fait, c'est à la fois réutilisé dans la manière dont on va se reconvertir. Typiquement, la reconversion en elle-même, c'est une gestion de projet, c'est une projection. Et ça, on le voit. Mais aussi dans les nouveaux métiers qui vont être occupés par ces personnes reconverties. Typiquement, on retrouve des manières de faire, de penser, des manières gestionnaires et managériales dans des métiers a priori très éloignés. Typiquement, moi j'ai interrogé des personnes qui devenaient professeurs des écoles, mais qui ont tendance à plutôt vouloir des postes de direction au sein, en disant justement que la dimension managériale, gestion de projet, relationnelle manquait. Donc c'est principalement ça qui est intériorisé vraiment au moment de la formation et qui va resservir ensuite. Henri Bergeron, peut-être que vous voulez réagir à ce qui a été dit sur les types de formation, ouais. Y compris qu'est-ce que ça implique par exemple chez vous à Sciences Po. Alors Sciences Po c'est un peu particulier parce que Sciences Po c'est 5 disciplines. Bien sûr. Sociologie, histoire, sciences politiques, économie, droit, et on n'a pas du tout de faculté permanente en gestion et en management. Donc l'essentiel des gens qui viennent former nos étudiants dans à peu près toutes les écoles, mais on a une école qui est une école du management et de l'innovation qui ne s'est pas inscrite sur le marché des grandes écoles de commerce précisément parce qu'elle aurait été très très mal classée. Et donc l'essentiel de nos formations sont faites soit par des enseignants-chercheurs qui viennent d'écoles de commerce. Moi, je plaisantais tout à l'heure, j'ai pas d'hostilité pour les écoles de... Je suis un bifurcateur qui vient d'une école de commerce et je suis tombé dans la sociologie après mon école de commerce. J'étais la semaine dernière à l'EM Lyon, enfin Subdeco Lyon, comme vous disiez. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent former au métier de l'entreprise. Ressources humaines, comptabilité, finance, stratégie. Et puis, on a aussi des cours de management public-privé. Ce qu'on essaie, c'est de donner une place un peu plus centrale à ces approches de sciences sociales sur les questions du management. Puisque, voilà, si on considère que le management, c'est des questions de contraintes, de domination, de pouvoir, etc., il faut aussi qu'ils aient cette compréhension-là et que ce soit pas... Alors ça, c'est notre hypothèse, ce soit pas juste...
un cours de macramé dans un bac scientifique. Voilà, que ce soit au cœur de la formation. Et c'est vrai que dans les écoles de gestion, il y a dans toutes les écoles de gestion, je suis intervenu plusieurs fois dans des académies à HEC, etc. Vous avez des cours de ce qu'ils appellent comportement organisationnel, mais c'est pas du tout valorisé par les étudiants et c'est pas du tout mis au cœur de la formation. Donc voilà, nous à Sciences Po, on essaie qu'il y ait bien sûr ces cours de formation au métier de l'entreprise ou au métier du management public, qu'il y ait ces cours importants du management fait par des gens qui font de la gestion, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils doivent savoir, mais on essaie de leur dire, attention, l'important, et vous en avez tous fait l'expérience, c'est d'avoir des outils aussi de décryptage de la topographie accidentée des organisations. Voilà, quand on débarque dans une organisation, on a besoin de savoir qui sont les acteurs forts, qui sont les acteurs faibles, est-ce que tel directeur ou directrice est aussi importante qu'on le dit, ou au contraire, quelles sont des personnes qui dans l'organigramme sont pas très hauts, mais qui sont des points de passage obligés que tout le monde consulte avant des réunions parce qu'on sait que sans leur accord... Voilà, donc on veut leur donner un peu un entendement politique. Ça tombe bien, on fait partie d'une université qui s'appelle Sciences Politiques. Un entendement politique du fonctionnement des organisations qui, pour nous, est utile au management. Alors, vous parliez de continuité avec le taylorisme tout à l'heure. On se souvient de vos collègues Luc Boltanski et F. Chiapello qui publiaient à la fin des années 90 un livre qui a beaucoup marqué, qui s'appelait « Le nouvel esprit du capitalisme » et qui s'appuyait notamment sur des textes de management pour montrer un virage des organisations vers le réseau, l'initiative des acteurs, une relative ou prétendue, c'est au choix, autonomie au travail, et en fait une récupération des idées de créativité, de pensée critique de mai 68. Est-ce que quand même là-dessus il n'y a pas un nouvel air du temps depuis quelques années ou quelques décennies, Henri Bergeon? Alors vous allez avoir une intervention passionnante de Marion Fléché dans la table ronde numéro 3 qu'on édite aux presses de Sciences Po, son travail de thèse sur la réalité de ce que c'est que la vie et le management à l'intérieur des startups qui ont des modèles d'organisation très horizontales. Et j'ai un peu envie de dire, c'est comme un reportage M6 sur les Caraïbes derrière les images idéales. C'est vrai que ça fascine nos étudiants. Nos étudiants, ils ont envie de rentrer soit pour intégrer les bureaux cossus des grandes entreprises du CAC 40, soit la nouvelle économie, j'exagère un tout petit peu. Tout ce qui relève, par exemple, des petites et moyennes industries qui sont pourtant au cœur de pas mal de réussites en Europe, en Allemagne par exemple, ça les intéresse moins. Et elle montre bien que effectivement c'est difficile, que là aussi, et là je vais arriver de manière à votre question, en tout cas mon point de vue, que derrière cette idée dans ces entreprises horizontales qu'on co-construit, qu'on y organise une forme de prise de décision qui renvoie à une démocratie participative, où chacun aurait son mot à dire, et ben, comme dans toute organisation, il y a des gens qui sont des variables d'ajustement, des gens qui sont en souffrance, des services qui, dans la hiérarchie symbolique implicite de l'organisation, ne sont pas considérés comme importants, avec des endroits d'ailleurs qui sont marqués par un turnover important, parfois par des arrêts maladie. Alors, ce qui est encore plus difficile dans ces organisations, qui sont effectivement le produit de l'ère du temps, il faudrait qu'on soit autonome, innovant, créatif, agile, etc. Ce qui est important de voir, c'est que dans ces organisations-là, elles sont assez aliénantes. Parce qu'il y a des gens en souffrance comme partout, il y a des services qui sont en difficulté, il y a des parties de l'organisation qui sont dominées dans le système informel de relations de pouvoir, mais en même temps, c'est pas syndiqué. Donc il n'y a pas, j'ai envie de dire, de gens qui ont des conditions qui sont propices pour former de l'action collective, rendre compte de ces problèmes et militer. Et je dirais même qu'ils ont, beaucoup des personnes qui sont dans ces organisations, intériorisé l'idée qu'on ne se rebellait pas contre l'organisation. Donc d'une certaine manière, moi, là je le dis de manière très caricaturale, donc très critique, mais il faudrait rentrer beaucoup plus dans la nuance. Elles sont loin d'être ce paradis de l'innovation, de l'autonomie, de la créativité, de la responsabilisation. Les phénomènes de pouvoir, de domination existent comme dans n'importe quelle organisation depuis que les grandes organisations existent. Et ce qui est difficile, c'est qu'il y a une culture, d'une certaine manière, il y a une culture de la prise de parole, mais de facto, les acteurs osent peu prendre la parole. Alain Dervieux, une réaction, une réponse à tout ce qui a été dit, notamment sur l'autonomie, le lean management. On vous dit que vous êtes autonome, mais on vous met des réunions à des horaires pas possibles. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit avec toutes les méthodes,
qui sont des fois des modes, hein, quand on parle du lean, etc., les méthodes agiles, c'est vraiment des méthodes d'organisation qui vont jusqu'à vous organiser votre travail, y compris des réunions qui sont cadrées avec une forme de rituel. Tous les jours, il y a une réunion de telle heure à telle heure, pendant 20 minutes, debout, parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, etc., où on est censé aborder les problèmes de la journée et les régler, et ça se passe bien, voilà. Et souvent, c'est vécu par les salariés comme étant des contraintes, on y va. Alors déjà, les horaires sont imposés, donc pour des fois, des cadres qui sont au forfait jour, imposer des horaires tous les jours de début de fin, c'est pas vraiment conforme à une certaine autonomie que devrait donner le forfait jour, voilà. En plus, et puis souvent c'est mal vécu parce que il y a une espèce de langue de bois, les salariés n'osent pas s'exprimer réellement sur leurs problèmes rencontrés, certains peuvent avoir des problèmes personnels qui les empêchent peut-être de s'impliquer pendant quelques jours dans leur travail, ils doivent rentrer peut-être chez eux plus tôt, et donc il y a quand même il y a une certaine liberté de parole, mais qui est quand même toujours cadrée, bridée. Et résultat, ça donne quand même plutôt de l'insatisfaction. Et justement, le leadership dont on parlait tout à l'heure a du mal à émerger. Et les grandes idées ont du mal à être suivies par l'ensemble de l'équipe, quoi. Sur la question des femmes, les questions de genre, je découvre dans ce numéro d'option la notion de falaise de verre, qui évidemment fait référence au plafond de verre, mais alors là, la falaise de verre, c'est le fait de promouvoir les femmes dans un contexte défavorable, en les exposant d'autant plus. On retrouve une infographie dans votre numéro d'option à la page 54, si vous voulez la regarder. Un mot sur la question des femmes, Alain Dervieux? Disons que sur les femmes, par exemple, je pourrais illustrer des fois des mesures qui peuvent sembler bonnes, qui ont été mises en place à Thales, hein, où j'ai travaillé. Par exemple, dans le cas de négociation d'accords sur l'égalité professionnelle, on a obtenu une mesure avec un système de quotas sur des promotions à un certain niveau, on va dire niveau chef de service direction. On demandait à ce que les promotions soient équilibrées, qu'il y ait un quota de 50% de femmes chaque année dans les promotions à ce niveau-là. Voilà. Résultat, alors ça a donné des opportunités pour certaines salariés de progresser, de prendre des postes intéressants, valorisants. Mais l'autre côté a été, par exemple, que ça générait beaucoup de jalousie. Certains collègues masculins qui ont eu l'impression de se faire prendre les places par des personnes qui venaient peut-être d'un peu plus loin et qui, à leurs yeux, n'étaient pas légitimes. Et surtout, c'est que certaines collègues, on en a reçu, qui se sont trouvées en difficulté dans leur travail parce qu'elles n'avaient pas l'expérience suffisante, le parcours dans l'entreprise qui justifiait de prendre ce poste. Elles se sont retrouvées un peu parachutées. Donc tout le monde les attendait au virage, et quelque part, alors on est tous différents, hein, mais il y a des personnes qui s'en sont très bien sorties et d'autres qui ont presque quasiment craqué et pour lesquelles c'est un échec. Voilà. Donc ça pour dire que des fois on veut forcer un peu les choses pour rééquilibrer le balancier, et là des fois sur des mesures comme ça qui étaient peut-être pas bien décrites et bien mises en œuvre, ça peut aussi aboutir à des effets de bord, des effets pour les salariés eux-mêmes et qui en souffrent. Voilà. Pour revenir à vos bifurcateurs, Ludivine Legros, et rester un instant sur les femmes, vous expliquez que les types de bifurcation sont différenciés selon le genre. Par ailleurs, qu'il y a plus de reconversion chez les femmes. Oui. Alors en fait, dans mes travaux, moi je me suis intéressée à... L'objectif, c'était de remettre ces bifurcations dans des parcours et puis aussi dans le travail, parce que en fait, mes travaux sont partis notamment de lectures d'articles dans les médias que vous avez probablement toutes et tous lus, de nombreux reconvertis, de cadres reconvertis. Et à chaque fois, dans les récits, en fait, on avait un peu l'impression que c'était un déclic. Et puis, du jour au lendemain, on avait décidé de changer de métier. Et donc, c'était désencastré, on va dire, dans la manière dont c'était raconté, du travail, des organisations. Donc moi, c'était une partie qui m'intéressait. Et en fait, il s'avère que en enquêtant, il y a deux principales sources de difficultés dans le travail qui sont à l'origine de l'ensemble des reconversions des reconvertis auprès desquels j'ai enquêté. C'est dans un premier temps lié aux conditions de travail, notamment des conflits relationnels, des conflits hiérarchiques, mais aussi des difficultés de conciliation, avec une demande extensive des horaires de travail, etc., et de la mobilité aussi, des mobilités géographiques, etc., qui sont sans cesse imposées. Et puis, le deuxième facteur lié au travail, c'était des questions de blocage de carrière. Quand la carrière est bloquée, dans un... Donc c'est lié au plafond de verre ?
Exactement. Donc dans un idéal de carrière justement ascensionnelle dans laquelle on doit être mobile sans arrêt et évoluer pour espérer atteindre des postes de direction, eh bien sur ces deux dimensions, j'ai envie de dire, sur les conditions de travail d'un côté et puis sur la dimension du blocage de carrière, eh bien les femmes, elles sont en première ligne. Et en fait, statistiquement, moi je l'ai vu dans mes enquêtes, les femmes ont plus de chances, d'un point de vue statistique, pas d'un point de vue qualificatif, les femmes ont plus de chances de se reconvertir. Et ensuite, le genre, la question du genre traverse également, moi, mes travaux sur dans quel métier elles se reconvertissent. Et là, en fait, on retrouve encore des formes de ce qu'on appelle la ségrégation horizontale, en fait, sexuée horizontale, qui fait que femmes et hommes ne vont pas choisir les mêmes métiers de reconversion. Alors, pour le faire de manière très caricaturale, on a davantage d'hommes qui vont se reconvertir dans l'entrepreneuriat, par exemple, ou qui vont rester cadres d'entreprise, tout en ayant changé de métier, de secteur, hein, parce que c'est ça, moi, la définition que j'adopte. Et d'un autre côté, on a davantage de femmes qui vont aller vers l'enseignement, le secteur public, et puis surtout beaucoup de femmes dans les métiers de la santé, du bien-être, le coaching, etc. Donc on voit bien que voilà, la question de genre, elle traverse particulièrement les conditions de travail et aussi la manière dont on va réorienter sa carrière. Oui, poursuivez peut-être sur cette typologie que vous donnez des différents types de reconversion. Ce que vous venez de dire, c'est une reconversion d'épanouissement, mais il y en a d'autres qui, comme vous venez de le dire, sont des reconversions d'opportunités ou de recherche de sens au travail. Oui, exactement. Les motivations aussi, elles diffèrent. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement aussi cette idée de, dans les médias, on voyait quasi exclusivement à certaines périodes les reconversions vers les métiers manuels, la recherche de sens, qui passaient par un travail concret, etc. Et donc, je me suis attachée... Devenir maraîcher bio, ouais, c'était ça un peu ça, fromager, ouais. Etc. De beaux métiers par ailleurs, c'est pas la question. Oui, exactement. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était de savoir est-ce que cette réalité, parce que ça disait aussi quelque chose des mots du travail aussi chez ces cadres. Donc, je me suis attachée à faire un travail statistique pour essayer de comprendre vers quel type de métier, et pour le dire assez rapidement, il y a quatre grands types de bifurcation. Il y a quand même plus d'un tiers, comme je disais tout à l'heure, plus particulièrement des hommes, mais qui vont rester cadres dans des entreprises privées. Et donc ça, c'était quand même une surprise par rapport à ce qu'on voit dans les médias, tout en ayant, encore une fois, je répète, changé de métier, de secteur d'activité simultanément. Ensuite, il y a à peu près 25%, un quart, qui deviennent entrepreneurs. À peu près la même chose, un peu moins, 20% à peu près, qui deviennent cadres dans le secteur public ou le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et là, on a davantage de femmes, comme je le disais. Et puis, un dernier groupe, environ 20%, qui deviennent professionnels de santé et du bien-être et qui sont généralement ceux qui ont davantage souffert au travail, celles plutôt, qui ont davantage souffert et qui vont avoir une forme de réparation, justement, à travers la reconversion. Et alors, est-ce que ça manifeste une crise du travail ou c'est quelque chose que vous tempérez justement parce que vous montrez une plus grande continuité qu'on ne pourrait croire dans ces parcours ? Oui, alors je ne dénie pas les difficultés au travail comme je viens de les exposer. Par contre, moi, ce qui m'intéressait justement, c'était de remettre ça dans des parcours, notamment le parcours de formation, revenir depuis l'enfance jusqu'à la reconversion. Et donc, j'ai tendance à nuancer quand même cette idée de rupture. D'ailleurs, ma thèse s'appelle « Bifurquer sans trop changer ». Encore une fois, j'ai enquêté sur les diplômés précisément d'écoles de commerce et d'ingénieurs, donc c'est aussi une population spécifique. Mais déjà, du point de vue de la manière d'envisager la carrière, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, on parlait de l'autonomie, de la flexibilité dans le travail. Ça a aussi irrigué la manière d'envisager le parcours, la carrière. Cette injonction à l'autonomie, à gérer sa propre carrière, à être entrepreneur de sa propre carrière, c'est quelque chose que ces cadres en particulier ont intériorisé dès leur formation dans les écoles. Et donc finalement, la reconversion, ça devient, entre guillemets, une mobilité parmi d'autres. C'est une forme de prolongement. Alors elle est certes un peu plus radicale, mais c'est aussi une manière de montrer qu'on est flexible, qu'on est mobile, etc. Et en ça, c'est quand même une forme de continuité. Et ensuite aussi, justement tout à l'heure je parlais des médias, mais il y a eu quand même un phénomène de revalorisation
de la reconversion professionnelle pour ces cadres qui, à l'origine, ne leur étaient pas destinés. C'est-à-dire que la reconversion, avant, on pensait plutôt aux populations ouvrières, en reclassement, face à des pertes d'emploi. Les médias, mais aussi les politiques publiques, on l'a vu avec la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir, ont participé à une forme de revalorisation de ces parcours de bifurcation qui fait qu'aujourd'hui aussi, ça devient quelque chose d'envisageable, de légitime et même de valorisé. Donc c'est en ça aussi qu'il y a des formes de continuité et que tout n'est pas rupture dans ces parcours. William Lys, un dernier mot sur les refus de poste de management. Vous me racontiez que quand un jour vous avez vous-même refusé de devenir manager, parce que tout le monde ne veut pas forcément devenir chef, et ça nous servira de transition avec la table ronde suivante, votre chef vous a dit tu ne progresseras plus en salaire. Oui, c'est une expérience qui date il y a des années, mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit là, sur la capacité des gens à faire leur propre choix. Alors, j'évalue aussi en dehors des écoles de management, des écoles d'ingénieurs, et dans les buts des apprentissages des écoles d'ingénieurs, c'est clairement explicité qu'on apprend aux jeunes à se connaître, à savoir ce qu'ils veulent faire, à savoir faire des choix dans leur carrière. Quand j'étais élève en école d'ingénieur, ce genre de choses n'existait pas. Il y avait un parcours tout tracé. On devait rentrer dans le métier pour lequel on avait été formé. Mais pour ma part, effectivement, après quelques années comme ingénieur, mon responsable m'a naturellement proposé un poste d'encadrement, ce qui ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Je n'ai, dans ma vie, maintenant j'arrive à l'âge de la retraite, je n'ai jamais fait de management et ça n'a pas commencé il y a 25 ans. Donc j'ai dit non. On m'a dit ta carrière est terminée. C'est aussi quelque chose que des gens peuvent s'entendre dire et ce qui est dur. Parce qu'aujourd'hui, pour des jeunes qualifiés, entre guillemets, des bac+5, s'ils ne veulent pas faire de management, il y a un coup d'arrêt très tôt à leur carrière. Et donc, ils n'ont d'autre choix que de se soumettre et de faire du management ou de se démettre et de se réorienter. Pour ma part, j'ai investi ma carrière dans le syndicalisme, d'autres vont l'investir dans l'enseignement, d'autres vont l'investir ailleurs. Henri Bergeron, un dernier mot. Alors, un truc qui nous tient beaucoup à cœur, nous, en ce moment, dans nos travaux, c'est justement cette histoire de coopération. Et pour nous, les manifestations différentes de ce qu'on peut appeler, même si c'est débattu, la crise du travail. Voilà, le fait qu'il y ait plus de turnover, qu'il y ait des difficultés de recrutement, y compris dans des métiers nobles, je sais pas, conducteur de train, la SNCF, le fait qu'on ait du mal aussi à maintenir certaines personnes dans l'emploi, le fait qu'il y ait ce mouvement général alors, il y a eu les grandes démissions aux États-Unis et puis ce qu'on appelle le quiet quitting en France, c'est-à-dire le fait que les gens la démission silencieuse. Voilà, les gens font juste le minimum de ce qui est prévu dans leur feuille de poste et pas plus. Ça a été interprété par le management pas mal avec les outils classiques du management, améliorer les conditions matérielles quand c'était possible, les financières. Il y a eu des travaux aussi sur le style managérial, des travaux également sur comment on peut reconstruire le sens du travail dans pas mal de boîtes. Service public, hein. Stanislas Guérini avait le projet de construire une marque employeur de l'État. C'est-à-dire que c'est quoi, marque employeur? C'est l'idée, comme disent les gens du marketing, un pitch qui reconstruit ce sens perdu. Et en fait, nous, dans nos interviews, on s'est rendu compte que, notamment dans le secteur public, les gens n'avaient pas perdu le sens du travail. Quand vous faites quelques interviews d'infirmiers ou d'infirmières, ils vous disent « non, je suis toujours soucieux de soigner les gens ». Quand vous faites des interviews de gens... de professeurs de lycée ou de collège, ils vous disent « non, j'ai toujours envie de... » Et on s'en est rendu compte au moment de la crise du Covid aussi, c'est-à-dire qu'on a fait des interviews d'anesthésistes réanimateurs, par exemple, lors de la première vague, qui parfois avaient passé 20 heures en réanimation d'affilée, qui étaient exténués, qui avaient envie de pleurer, qui disaient « moi, j'ai été formé pour intervenir quand plusieurs organes vitaux sont défaillants, donc la mort, c'est quelque chose auquel je suis confronté régulièrement, mais là, ça a été une médecine de guerre. » Et puis, ils nous ont immédiatement dit après... mais ça a été la période de contentement professionnel la plus importante de ma vie. Et ça, on l'a eu dans pas mal de secteurs, dans le public, dans le privé, pas forcément là. Et à chaque fois qu'on posait la question aux gens, tout ça, c'est des hypothèses qu'il faudrait consolider, mais qu'on posait la question aux gens, ils nous disaient, ça a été génial parce que j'ai trouvé des marges de coopération que je n'avais pas.
J'ai pu coopérer avec des gens avec lesquels je ne coopérais pas. Avec mon management, par exemple, à l'hôpital, ça s'est enfin bien passé. Voilà, donc vraiment, une partie de la satisfaction au travail et de la performance collective, elle a été pas mal liée à des coopérations, et je ne vais pas être trop long, qui ont été retrouvées. Et puis, cette période s'est refermée, la normalité est revenue. Et en fait, nous, on pense qu'il y a pas mal de mouvements contemporains, rationalisation, la transformation incessante des organisations, le fait aussi que voilà, il y a pas mal de grandes crises et de sombres nuages qui s'accumulent sur notre avenir collectif commun qui font que les gens se replient sur les ciels maintenant. Tous ces grands mouvements, ça a pour conséquence de miner les conditions de travail dans les organisations. Et les gens, du coup, se replient de plus en plus sur leurs activités, leurs tâches, souffrent de ne pas pouvoir faire ce qu'ils considèrent être au cœur de leur métier, parce qu'il y a plus de reporting, il y a plus de tâches administratives, parce qu'il y a plus de travail, parce qu'il y a eu une intensification de la charge. Et tout ça, ça mine la capacité de coopération. Et c'est aussi peut-être une des explications du fait qu'il y a une perte de lien dans pas mal d'endroits avec son travail, et lié à cette perte de satisfaction, liée à ces difficultés de coopération dans les organisations. Justement, Alain Dervieux, pour conclure, Caroline Blanchot, dans son édito de ce numéro d'Options, écrit « Prise en étau entre des objectifs financiers inatteignables et des organisations éclatées, il et elle, les managers, se retrouvent dépossédés de leur rôle premier, organiser le travail et permettre de bien travailler. » Est-ce que vous faites le lien entre tout ce qui a été dit et une déconnexion du travail réel ? Enfin, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a écrit Caroline, effectivement, mais je voudrais surtout insister sur une chose, c'est que on l'a vu, les managers, il y a beaucoup de rôles différents, c'est divers et variés, des parcours aussi, des gens qui ne sont pas issus de grandes écoles, mais qui sont devenus managers par une progression dans l'entreprise. Mais tout ce que ces salariés-là ont en commun, je pense quand même, c'est un sentiment d'être individualisé complètement. Les politiques RH qui gèrent leur carrière, c'est vraiment des objectifs individuels, des carrières très individualisées, et je pense qu'ils se sentent seuls. Donc ces salariés-là ont besoin du syndicalisme, CGT en particulier. Donc moi, ce que je préconise, c'est que l'UGIC continue à bien sûr s'intéresser à toutes ces populations de managers divers et variés, développer encore tous les outils qu'on a, que ce soit les baromètres, les enquêtes, les études que l'on peut faire, les tracts revendicatifs, et aussi que nos militants CGT, au sein de leur entreprise, de leur administration, militent quelque part sur le terrain auprès de leurs collègues pour leur expliquer nos valeurs et eux-mêmes montrer un exemple de management qui pourrait être plus responsable que toxique. Vous voulez dire à une échelle personnelle, autant que faire se peut, appliquer un autre management ? Je pense qu'il faut attaquer par les deux bouts. Donc qu'au niveau confédéral, grâce à l'UGIC, on fasse tout un travail de communication, c'est très important. Mais après, je pense qu'il faut aussi que dans nos organisations, individuellement, même nos syndiqués, quelque part, militent sur le terrain à leur niveau pour, auprès de leurs collègues, passer l'image d'un autre management, parce que le management toxique, ça suffit, donc il faut chercher sur du management par l'alternatif, on va dire aussi responsable, un management qui ménage les ressources humaines, les ressources environnementales, y compris même les machines, si on tire trop dessus, on se casse, enfin voilà, toutes les ressources qu'on va exploiter au maximum et qui conduisent à mettre en danger l'activité, il faut un management qui soit beaucoup plus responsable pour pérenniser son activité, donc son métier et la bonne santé des salariés de notre entreprise et de nos administrations. Merci à vous quatre, Alain Dervieux, Henri Bergeron, William Lys et Ludivine Legros. Merci à vous qui nous avez écoutés jusque-là, ici dans cette belle salle Leroy-Beaulieu à Sciences Po à Paris, ou bien derrière vos écouteurs ou votre machine à podcast si vous restez avec nous. Pour la suite, on va approfondir tantôt le vécu des managers, entre guillemets, entre le marteau et l'enclume. Salut!